Changer ses habitudes, une affaire si individuelle que ça? Mon nom est Corinna Loupou, j'accompagne les particuliers à faire face à des situations difficiles avec de l'hypnose et parfois de l'accompagnement individuel. Et j'accompagne aussi les organisations grâce à de la facilitation complexe. Ici sur Tissage, j'explore plus largement, au gré de ma curiosité et de mes lectures, les relations entre êtres humains ou à soi ou au reste de la nature. Les sources utilisées dans cet article seront dans les notes de l'épisode. Est-ce que tu constates comme moi que parfois changer est possible et d'autres fois cela semble résister? Fin 2007, une amie m'invitait à un stage de méditation sur un week-end dans ce qui est devenu aujourd'hui Réseau, fondé par Fabrice Midal. Des parties théoriques et pratiques se sont enchaînées. À la fin du stage, après avoir médité non sans difficulté environ 6 heures en tout, je me suis aperçue de la distance qui s'opérait avec mes propres pensées. Cet effet m'a carrément séduite, ayant une tendance à ruminer parfois jusqu'à la paralysie. Ai-je pour autant instauré entre 20 à 45 minutes de méditation quotidienne, tant de pratiques préconisées pour ancrer les bénéfices à long terme? Bien, cela a dépendu des périodes de ma vie. Et plusieurs se sont succédés. Parfois, durant de longs mois, j'ai médité chaque jour, y compris en groupe, entrecoupé de périodes où j'ai carrément, totalement interrompu ma pratique, avant de reprendre ensuite durant de longs mois et d'arrêter, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Les fameux 21 jours et autres théories, pour créer une nouvelle voie neuronale et ancrer une habitude, ont été maintes fois démenties dans mon cas à titre personnel. Y a-t-il des éléments explicatifs de ces variations? Oui, les moments où mes habitudes ont changé sont en rapport direct avec des modifications dans mes activités quotidiennes. Par exemple, j'ai débuté un nouveau travail, ou alors mon temps de trajet du matin s'est prolongé, ou j'ai des activités différentes chaque matin. Et ainsi, j'ai varié aussi, par exemple, mon heure de réveil. Ou bien parfois je suis sortie plus tardivement le soir de manière systématique et j'ai refusé de sacrifier mon temps de sommeil au profit de la méditation. Alors un premier constat que je peux en tirer, c'est que ancrer ou non une habitude dépend non seulement de ma propre volonté, mais aussi des conditions extérieures qui encadrent cette volonté. Mardi 26 septembre 2023, je me suis rendue à une conférence donnée par Aurélien Barraud intitulée Catastrophe écologique, état du monde et perspectives, qui était suivie d'une discussion auquel ce dernier a pris part, ainsi que Antonio Hodgers, Valentine Piton et Stéphane Berthet dans le cadre des rencontres internationales de Genève. Lors de cette deuxième partie, le conseiller d'État genevois Antonio Hodgers observait avec étonnement, et je paraphrase, que malgré le fait qu'un pourcentage élevé de Suissesses et de Suisses sont sensibles à la situation alarmante concernant l'environnement, il n'y a pas de changement proportionnel remarquable au niveau des comportements. Sur le moment, moi, c'est son étonnement qui m'a étonnée. Le lendemain matin, je cherche la source pour le pourcentage cité par Antonio Hodgers. Je trouve qu'en effet, un sondage place l'environnement comme la principale préoccupation des personnes habitant en Suisse en 2022. Et puis, je cherche ce qu'il en est pour la France par curiosité. Je tombe sur des chiffres donnés par l'entreprise Ipsos annonçant l'enjeu en 3e position des élections présidentielles de 2022 chez les Françaises et les Français. Ce n'est pas si différent, me dis-je, entre les deux pays. D'un autre côté, je m'interroge sur la pertinence de ces catégorisations. Dans ces sondages, les personnes interrogées sont invitées à mettre des ordres de priorité sur des sujets identifiés et nommés par les entreprises qui font les sondages. Lorsque l'on regarde ce qui vient en 2e et 3e position en Suisse, on s'aperçoit qu'il s'agit du système des retraites et de l'énergie, tandis qu'en France, il y a dans les 2 premiers enjeux le pouvoir d'achat et le système de santé. Est-ce signifiant de séparer les domaines de cette façon? Une personne qui vit et agit dans son quotidien passe-t-elle d'un domaine à l'autre de manière aussi cloisonnée? Dans quelle mesure n'a-t-on pas affaire là à une division des choses en parties
pour que ce soit plus pratique pour nous, pour paraphraser Gregory Bateson. Et là, j'en reviens à ces différents types de changements et à l'étonnement d'Antonio Hodgers. Je reformule. Puisque ces enjeux sont parmi les 3 premières préoccupations en Suisse et en France, pourquoi est-ce que les changements de comportement ne suivent pas ? En premier lieu, parce que, comme le dit Nora Bateson, nous vivons dans plusieurs contextes en même temps, contextes se décrivant mutuellement. Qu'est-ce que cela veut dire ? Prenons un exemple. Je suis préoccupée par la question environnementale et j'aimerais changer mes comportements. Parfait. Ok, et je dois aussi payer mon loyer dans l'une des régions les plus chères de Suisse, mon assurance maladie pour laquelle on m'annonce une augmentation de 40% l'année prochaine, l'électricité qui ne cesse d'augmenter. Si je veux consommer local, comme je n'ai pas de voiture, je dois me faire livrer, ce qui coûte plus cher. Déjà que consommer local, c'est plus cher que d'acheter au supermarché des produits lambda. Acheter des produits ménagers et cosmétiques respectueux pour l'environnement, c'est plus cher. Acheter des vêtements en matière naturelle et fabriqués dans des conditions qui n'exploitent pas les personnes, c'est aussi plus cher. Constat, pour soutenir un modèle vertueux, je dois donc gagner beaucoup d'argent. Alors, quels sont les domaines dans lesquels on gagne beaucoup d'argent ? Selon une analyse effectuée par le site jobop.ch, qui est le portail de l'emploi en Suisse romande, les secteurs les plus rémunérateurs sont les banques et les instituts financiers, les assurances, la construction, l'informatique et la chimie, la pharmaceutique. Est-ce qu'ils sont aussi les plus vertueux ? Absolument pas. Sauf à dégoter les quelques exceptions dans ces secteurs ne contribuant pas à empirer la situation environnementale, si je veux pouvoir me payer ce mode de vie vertueux, je dois en même temps travailler dans un secteur qui favorise l'opposé. Tu vois ce que je veux dire maintenant par le fait que nous vivons dans plusieurs contextes en même temps et que séparer nos préoccupations en environnement, système de santé, pouvoir d'achat, énergie n'a pas de sens. Lorsque je choisis un logement, cela aura de l'influence sur l'environnement. Par exemple, est-ce que les matériaux employés sont durables ? Mais aussi sur l'énergie. Par exemple, est-ce qu'il est bien isolé et est-ce que les luminaires et appareils ménagers consomment peu ? Mais aussi sur la pollution émise. Par exemple, est-ce que j'habite dans un endroit peu desservi en transport public ? Ou est-ce que j'ai des enfants à aller chercher et à mener à droite à gauche, ce qui me contraint d'avoir une voiture ? Ou est-ce que mon travail se situe à un endroit peu pratique à atteindre en transport public ? Ou alors est-ce que mes horaires de travail font que les transports publics sont hors de question pour moi ? Mais aussi sur le pouvoir d'achat. Est-ce que je dois habiter dans une région chère parce que c'est le seul endroit où je peux trouver un emploi compte tenu de mes compétences et diplômes, etc., etc. Expliqué de manière plus conceptuelle, nous n'agissons pas selon la représentation de la théorie économique néoclassique de l'Homo economicus qui voudrait qu'on choisisse toujours ce qui est le mieux pour nous de manière rationnelle pour maximiser notre bénéfice dans l'absolu. Nous agissons depuis notre situation spécifique, contrainte par diverses conditions extérieures à nous que nous ne contrôlons pas forcément. Pour reprendre Gilles Deleuze, nous agissons depuis un agencement. Et si nous souhaitons modifier l'une de nos habitudes ou adopter d'autres comportements, vous voyez à présent pourquoi ce n'est pas si simple. Parce que chaque chose que nous faisons est en réalité reliée à de multiples autres choses. Si je veux acheter local plutôt que d'acheter au supermarché, cela peut avoir des conséquences en cascade dans divers domaines de ma vie. Par exemple, cela peut entraîner une modification du moment dans ma journée où je fais mes achats suivant où se trouve la source des produits locaux et les heures d'ouverture. Peut-être que je faisais du sport près du lieu où j'allais faire mes courses. Et maintenant, je dois aussi modifier mes heures de sport. Peut-être que cela va bouleverser ma manière de planifier mes repas de la semaine. Peut-être que les recettes que je faisais auparavant devront être adaptées en fonction des produits qui vont différer. Mon budget nourriture devra augmenter, ce qui peut m'amener à réduire d'autres dépenses. Je devrais peut-être prévoir d'autres temps et d'autres lieux pour acheter d'autres produits que je trouvais avant au même endroit. Mon groupe relationnel va peut-être me percevoir différemment, ce qui peut avoir des conséquences sur le fait qu'on va me questionner ou sur le fait que mes références vont changer par rapport aux autres. Et on peut en rajouter, j'en suis certaine. Revenons alors à comment faire pour changer. Il faut identifier le potentiel d'évolution de la situation présente, toujours.
Parce que notre manière de vivre actuelle est rodée. Physiquement, émotionnellement, intellectuellement, ça roule tout seul. Même si cela ne nous convient pas, et même si nous en souffrons, la manière dont nous vivons aujourd'hui est celle qui demande le moins d'efforts pour notre corps, cerveau inclus. Et la question d'utiliser le moins d'efforts possible ne relève pas d'un jugement moral, est-ce que je suis paresseuse ou non. Elle relève d'une question d'utilisation d'énergie. Pour maintenir nos fonctions vitales, agir, penser, ressentir, nous ingérons des aliments produisant en partie de l'énergie à répartir quotidiennement. Modifier des comportements demande davantage d'énergie comparé à continuer à faire ce que l'on sait déjà faire. Nos pensées, nos émotions, nos ressentis vont donc toujours nous pousser vers ce qui est déjà rodé. Qu'est-ce que cela implique d'identifier le potentiel d'évolution de la situation présente dans le cas où j'aimerais changer ce que je mange? Utilisons le modèle Estuarine Mapping de David Snowden, consistant à identifier des éléments sur lesquels je peux agir. Ceux-ci seront à agencer sur un graphique dont l'abscisse est le temps physique, et l'ordonnée est l'énergie. L'énergie étant aussi par exemple l'argent, l'attention et les ressources en fonction de l'effort pour les changer. Ainsi, cela me permettra de voir ce sur quoi je peux agir plus ou moins facilement. Par exemple, si je pense à une situation présente, c'est-à-dire au fait de manger quotidiennement, qu'est-ce que je pourrais changer en termes d'énergie et de temps ? Faire l'exercice va m'obliger à passer en revue tout ce qui est relié dans ma vie au fait de manger. Ensuite, je pourrais examiner ce qui me prend moins d'énergie et de temps. Ce seront les éléments les plus faciles à changer, ce sur quoi je pourrais le plus facilement agir. Commencer par cela peut m'aider à changer mes habitudes. Et peut-être que cela signifiera de démarrer par le fait de tester de nouvelles recettes. Peut-être que cela pourra impliquer de manger local 1 à 2 fois par semaine d'abord. Si je reviens au point de départ, qu'est-ce qui fait que certaines fois, changer semble plus facile que d'autres? Je constate d'abord que mes habitudes sont ancrées dans plusieurs aspects de mon quotidien et ne peuvent pas être changées sans prendre en compte l'ensemble de mon vécu. Changer un élément va avoir des répercussions en cascade sur tout ce que je vis d'autre et sur ce qui est aussi mêlé. L'autre point important à savoir, c'est que je vais toujours sentir davantage d'affinité avec ce que je connais déjà. En d'autres termes, il s'agit de trouver le prochain pas possible, pour citer à nouveau David Snowden, en prenant en compte toute la situation. Et surtout, laisser tomber l'idée d'isoler le nouveau comportement de tout contexte en essayant de l'insérer entre 2 autres moments de sa journée, comme s'il s'agissait de glisser un livre entre 2 autres livres de sa bibliothèque. Penser qu'il s'agit uniquement d'une question de volonté et se forcer jour après jour jusqu'à ce que ça prenne sera très coûteux en énergie et quelqu'un paiera. Zoom sur toi maintenant. Je t'invite, si tu veux réfléchir et continuer la réflexion autour de ces sujets, je t'invite à te rappeler d'une fois où tu as très bien réussi à changer quelque chose de manière durable. Ça peut être un comportement ou une habitude. Comment est-ce que ça s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait exactement? Quelles étaient les circonstances extérieures? Est-ce qu'il y a quelque chose qui était favorable? Quelque chose qui était défavorable? Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Si ce contenu t'a plu, n'hésite pas à le partager et à t'abonner à la version podcast, là où tu écoutes tes podcasts. Et si tu préfères une version écrite, j'ai lancé la newsletter Tissage, à laquelle tu peux t'abonner sur tissage avec un s.kessel, K-E-2-S-E-L.media. À bientôt sur Tissage et n'oublie pas de prendre soin de toi et aussi des autres.